Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder une thématique un peu sensible, la vente. Comment vendre et comment faire vendre par ses équipes efficacement. Notre expert nous présentera les différents trucs, astuces et tuyaux pour réussir ce beau challenge. Mon nom c'est Régis Lemens, je suis professeur à l'Antwerp Management School où je donne cours et je fais de la recherche dans le domaine de la vente. Voilà. Et à côté de ça, j'aide aussi des entreprises à développer en fait leur vente et à développer leurs équipes de vente. Régis, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle interview, cet nouveau partage d'expertise ici pour les 6 jours pour. On va parler vente là maintenant. Et est-ce que tu crois que tout le monde est fait pour vendre, Régis ? Je crois que tout le monde peut l'apprendre, mais tout le monde n'est pas fait pour vendre. Je travaille à l'université de Rotterdam, où là on fait des tests génétiques. On va tester réellement s'il y a quelque chose de génétique que les gens ont en eux, qui font en sorte qu'ils sont plus adeptes à devenir vendeurs ou pas. Et les résultats montrent que oui. Donc on est vendeur ou on n'est pas vendeur, c'est ça que tu vas me dire ? Oui, c'est plus compliqué que ça, malheureusement, c'est pas aussi simple. Mais oui, on est né avec des facultés qui nous permettent d'être plus facilement vendeurs et persuasifs que d'autres, absolument. Maintenant, dans la réalité, ce qu'on voit, c'est que les meilleurs vendeurs ne sont pas souvent ceux qui sont nés et qui ont toutes les facultés dès la naissance. Et c'est souvent ceux qui ont le plus de motivation. Donc la motivation, en fait, est beaucoup plus importante que la personnalité. Et comment est-ce qu'on développe cette motivation, justement Comment est-ce qu'elle s'exprime ? Oui, souvent ce qu'on voit quand on regarde pourquoi est-ce que les gens sont motivés dans quelque chose, c'est souvent parce qu'il y avait un déficit, quelque chose qu'ils ne savaient pas faire, et ils n'acceptaient pas de ne pas pouvoir le faire, et donc mettre les bouchées doubles, si je peux dire, pour vraiment y arriver. Il y a une ambition, une volonté personnelle. Et ce qu'on voit, et c'est vraiment ça le message que je donne, c'est quand vous devez engager 2 vendeurs, vous avez quelqu'un qui est très motivé, mais qui n'a peut-être pas beaucoup d'expérience, et quelqu'un d'autre qui a beaucoup d'expérience, mais qui n'a peut-être pas la même motivation. Moi, je prends le motivé tout le temps. Parce que lui, on sait de nos recherches, va avoir le meilleur résultat. Alors souvent, on se pose la question, est-ce que je dois engager un vendeur en interne, donc lui faire signer un contrat, ou est-ce que je dois trouver un vendeur en externe, comme ça je peux changer souvent et peut-être avoir des nouvelles énergies en permanence ? C'est quoi le bon choix ? Ça dépend du produit que tu vends. Hein. Un produit court que tu vends en grand volume, là, tu peux en fait changer assez rapidement de vendeur pour des produits beaucoup plus compliqués. Et quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est souvent de l'innovation. Oui. Et donc l'innovation, c'est compliqué. Ça, c'est des longs cycles de vente. Alors là, je restez avec les vendeurs que vous avez. Donc il faut choisir le bon vendeur dès le départ. C'est plus simple de vendre un service ou un produit, ou c'est la même chose en fait ? Vendre du service, c'est plus compliqué que du produit, ça c'est certain, parce que tu dois vendre et faire en sorte que la personne en face de toi comprenne le service, visualise le service et visualise les bénéfices. Ce qui est qu'un produit beaucoup plus simple. Il y a une technique à mettre en place ? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention ? Est-ce qu'il faut, comme on dit, tangibiliser le service au maximum ? Puisque en Belgique, en tout cas, on vend beaucoup plus de services que de produits. Donc, c'est quoi les bonnes techniques ? Oui, absolument non. Au plus tu peux faire visualiser le service au client, au plus il peut avoir la valeur du service, au plus il va pouvoir aussi voir quel est le bénéfice qu'il va pouvoir en tenir. Donc souvent, ce que moi je fais avec des sociétés ou des startups ou d'autres sociétés qui vendent des services, c'est de voir comment est-ce qu'on peut le plus possible visualiser le service pour faire en sorte qu'en un peu de temps, le client en face de nous puisse vraiment voir de quoi il s'agit. Au plus c'est abstrait, au plus c'est compliqué. Je me suis amusé à interroger quelques entrepreneurs. Ils ont tous parfois des craintes ou des peurs. Oui. Et donc je t'invite juste à tirer un prénom. Eh bien, on va prendre le premier. Vas-y, voilà. C'est Katia. Katia, c'est une entrepreneure et en plus elle est créatrice. Elle construit, elle crée des super lampes. Je pense qu'elle est douée pour ce qu'elle fait. On voit qu'elle est passionnée quand elle m'a parlé de ça. Puis en fait, elle est assez douée pour gérer ses fournisseurs, sans problème. Là, elle est bonne négociatrice. Et un jour, elle me dit, mais à un moment donné, j'ai fini mes lampes et je dois les vendre. Donc je mets de l'autre côté de la table. Et là, je me dis, je me décompose, je perds tous mes moyens, je suis timide ou intimidé. Et en fait, je suis une bonne créatrice et une mauvaise vendeuse. Et donc la question qu'elle te pose, c'est que faire, Dr Lemens ? Mais oui, surtout continuer à essayer de vendre, parce que la meilleure vendeuse, ce sera quand même encore elle. Oui. Personne n'aime être vendu quelque chose. On n'aime pas quand quelqu'un nous vend quelque chose. Oui, ça nous donne un mauvais sentiment. Quoi, il faut d'abord être plutôt passionné que... Mais exactement. Combien de fois est-ce que vous avez l'occasion de travailler avec des gens passionnés ? En fait, pas tellement souvent. On adore. Dès que tu rencontres quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait. C'est ça qui est chouette avec l'entrepreneuriat, c'est c'est un environnement où il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et c'est ça qui rend les entrepreneurs attirants. Et donc, tu pourrais peut-être me faire sous-entendre qu'un entrepreneur vendeur est plus fort qu'un vendeur tout court ? Parce qu'il parle de son propre produit. Mais naturellement.
Mais naturellement. Moi, je donne cours de plein de techniques de vente. Et souvent, à la fin, on me demande, tiens, est-ce que vous appliquez tout ça quand vous avez une clientèle? Et la réalité, c'est, je dis oui, parce que je suis poli. Mais la réalité, c'est non. Je les applique au début, puis à un moment donné, la passion prend. Et je suis tellement passionné par ce que je fais, à ce moment-là, Alors, on va supposer que je suis donc le vendeur. Oui. J'ai la passion, je l'ai, oui. Dans une main. Qu'est-ce qui me manque dans l'autre main? Est-ce qu'il ne faut pas un peu de stratégie? Oui, il faut de la structure. Oui, dès qu'on commence à grandir, c'est une structure qu'il nous faut, parce que cette structure va nous permettre un peu de mieux nous réorganiser, de savoir ce qu'on fait. Et donc, tu as des techniques pour ça? On a des techniques, on a des outils qu'on utilise aujourd'hui pour ce genre de choses-là. Par exemple, des go-to-market, oui. Ce qu'on fait souvent avec des startups qui sont vraiment en phase de croissance. Et alors, pour passer au next step, c'est quoi? Il va falloir réorganiser, il va falloir structurer les choses. Et donc, ça veut dire quoi au niveau de la vente? Ça veut dire simplement d'assigner des rôles et des fonctions. Qui fait quoi? Okay. Qui va chercher les leads? Qui va les qualifier? Qui fait les présentations? Qui fait les contrats? Et qui fait les implémentations? Et souvent, quand on est en mode croissance, surtout quand on va s'internationaliser, oui. Il y a plein de canaux qui vont s'ajouter. Et donc, un des exercices, c'est vraiment de savoir quel canal va se focaliser sur quelle étape dans le cycle de vente, avec quel type de client. Et voilà, on a un simple fichier Excel qu'on utilise pour faire en fait dessiner le go-to-market, oui. Mais en fait, le fichier est très simple. Mais derrière, la discussion qui génère est très compliquée, parce qu'il va falloir maintenant vraiment définir qui fait quoi. J'ai ici trois idées que les gens ont, des idées préconçues, des préjugés, que j'ai récoltés auprès de certaines personnes interrogées. Donc je t'invite à tirer une des cartes. Allez, celle du milieu. Voilà. Je vais juste la prendre pour qu'on puisse bien la visualiser. Je ne sais pas laquelle c'est quoi? C'est 15 secondes. Ah oui, tu as 15 secondes pour me dire c'est quoi un bon vendeur. C'est quelqu'un de motivé, c'est quelqu'un qui aime vraiment ce qu'il fait, qui est passionné par ce qu'il fait et qui arrive à faire passer cette passion, cette envie aux autres. Ça, c'est vraiment un bon vendeur et qui connaît bien son marché et qui aime ce qu'il fait. C'est vraiment ça. Hein. Et puis alors, de reste, s'il a un peu de technique, ça va l'aider aussi. Parfait, t'as 17 secondes, c'est bon, j'achète. Ah ben ok, c'est bon. J'achète. Je vais peut-être, moi, tirer une carte, c'est celle-ci, qui m'est revenue souvent, la logique. Un vendeur est parfois un menteur. Je ne suis pas d'accord, parce que l'idée du vendeur, c'est d'essayer de convaincre un client que le produit qu'on a ou le service qu'on a est le bon service pour lui. Mais ça n'est pas nécessairement mentir. Le bon vendeur aujourd'hui, il aide son client à bien trouver et à bien voir comment le produit ou le service va pouvoir l'aider à atteindre ses buts. Pour terminer, il y a une règle qui s'appelle une méthode que je vais t'afficher ici. La méthode 100%. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une méthode pour réussir à 100% pouvoir vendre? Donc dès que je vois quelqu'un, je vends et je gagne. Est-ce que ça existe, la méthode 100%? Malheureusement pas, non. Non? Mais non, tu vends à des humains. Oui. Et en tant qu'humain, on n'est pas à 100%. On n'est pas des machines. Et si un entrepreneur devait retenir 2-3 conseils pour pouvoir dès demain commencer à vendre, lesquels ce seraient? Un conseil que je donne à tout le monde qui vient à mes cours, il y a un bouquin qui est de Robert Cialdini, qui s'appelle Influence. Il y a une traduction francophone, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais qui est la base en fait des 6 principes de la persuasion. Il y en a beaucoup plus, mais ces 6 principes, c'est vraiment la base. Et pour chaque personne qui doit convaincre quelqu'un, que vous soyez un vendeur ou pas, on vend tout le temps, vous savez. On doit toujours convaincre quelqu'un de quelque chose. Mais ces 6 principes de base vont déjà vous aider beaucoup. Régis, une dernière question, parce que tout à l'heure, tu me parlais beaucoup de motivation. En fait, est-ce qu'un vendeur n'est pas motivé que par le chiffre d'affaires, par ce qu'il vend? On dit toujours qu'il faut commissionner. Et donc, selon moi, peut-être qu'un vendeur n'est intéressé que par l'argent, non? Oui, c'est ce que beaucoup de gens croient. Ça vient des années 60, où on croyait en effet que les gens étaient uniquement intéressés par l'argent. Aujourd'hui, je crois que la recherche a bien montré que ça n'est pas vrai. Pas vrai du tout même, oui. On voit beaucoup de startups qui nous demandent, tiens, si j'engage un vendeur, est-ce que je ne pourrais pas mieux prendre un freelance, je le mets à 100% en commission, il sera motivé, il va aller vendre, oui, et moi je n'ai pas un coût fixe. C'est le monde idéal. Malheureusement, ça ne marche pas. Et donc, qu'est-ce qui motive? Mais oui. Qu'est-ce qui motive? Aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, qu'est-ce qui motive le mieux les vendeurs? C'est de pouvoir participer dans une start-up, de pouvoir faire partie d'une équipe, de pouvoir faire partie de développer quelque chose. Et vraiment, ce qui me motive le plus, c'est la carrière. Chaque fois que je rentre, même pas dans les start-up, mais dans les corporates, oui, qu'est-ce qui motive vraiment des vendeurs? C'est de pouvoir faire une carrière.
et avoir cette ambition de pouvoir grandir dans la société. Et c'est ça qui motive énormément. Ok, merci Régis. Mais on va un peu parler motivation maintenant avec Fabrice qui va nous rejoindre de Belga Films. En tout cas, merci pour ton temps et merci pour tes conseils. Mais je t'en prie, merci. Fabrice Delville, je suis fondateur et directeur général de 2 sociétés, Belga Film Fun, qui est active dans le financement de films, notamment via le Tax Shelter, et Belga Production, qui est une société de production audiovisuelle basée à Bruxelles. Bonjour Fabrice. Bonjour. Ravi de te recevoir. On a reçu tout à l'heure Régis qui nous parlait de tous les arts et l'art de la vente. C'est quoi pour toi un bon vendeur, Fabrice ? Alors un bon vendeur dans le monde d'aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui va faire preuve de versatilité. On va typiquement trouver quelqu'un et chercher quelqu'un qui sait ce qu'il veut, bien sûr, mais qui aussi ne se retrouve pas complètement déstabilisé dès que son marché change un petit peu, dès que son produit change un petit peu et dès que les conditions prévues initialement changent. Donc versatilité. Et puis, bien sûr, dans le domaine commercial comme ailleurs, il faut quelqu'un qui est prêt à se remonter les manches, oui, qui est prêt à travailler. Mais ce qui est certain, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément de tentations au bureau comme ailleurs. On est énormément distrait par le monde extérieur par rapport à l'époque pré-Internet. Donc de ce côté-là, il faut trouver des gens qui ont un drive propre, parce que je pense que l'entrepreneur a rarement vocation à être quelqu'un qui va être sur le dos de ses équipes à longueur de journée. Ça va plutôt être quelqu'un qui va avoir envie de pouvoir s'appuyer sur les gens et leur donner pas mal d'autonomie. Mais l'autonomie, quelque part, ça se mérite. Ça vient avec énormément de responsabilités. Et c'est vrai que dans certains cas, cette responsabilité, cette autonomie, les personnes n'arrivent pas à la gérer. Et comment tu gères ça avec ces personnes-là ? Je pense que la première étape, elle se fait tout à fait en amont, c'est d'avoir une sorte de contrat clair. Et contrat, ce n'est pas un morceau de papier ici, c'est plus un contrat moral entre l'entrepreneur et le commercial. De savoir quelles sont les attentes. Pourquoi est-ce qu'on engage la personne ? Est-ce que cette personne va faire ce qu'on appelle du farming ou du hunting ? Est-ce qu'on va demander d'elle qu'elle prospecte de manière active la grande majorité de son temps ? Ou est-ce que cette personne va plutôt être en position de pouvoir s'occuper d'un portefeuille qui est déjà constitué ? Ça peut paraître tout simple, mais clairement déterminer avec le commercial dès l'engagement ce qu'on attend de lui en termes de prospection, notamment la prospection téléphonique, les vieilles méthodes de prospection. Ça marche encore le téléphone ? Alors la prospection téléphonique, ça marche encore. J'ai eu un exemple très intéressant. Le dernier commercial que j'ai engagé, j'ai lancé un processus. J'avais plusieurs candidats, une shortlist de 2. Oui. Et il y avait quelqu'un de jeune, d'inexpérimenté commercialement. Et puis il y avait quelqu'un d'un peu plus âgé, une quarantaine d'années, très expérimenté commercialement, qui m'a fait comprendre que la prospection téléphonique n'avait plus aucun sens dans le monde d'aujourd'hui. Et moi, j'avais une intuition, étant dans le secteur dans lequel je me suis lancé il y a 4 ans, depuis une dizaine d'années, j'avais l'intuition que la prospection commerciale était encore celle qui marchait le mieux. Et donc, je suis arrivé à la conclusion d'engager le jeune, qui n'avait pas d'expérience commerciale, mais qui avait un drive que je ressentais qui était très fort. Et la personne plus âgée, d'ailleurs, quand je lui ai annoncé la décision, elle m'a dit « Écoutez, ça tombe très bien, parce que très honnêtement, votre méthode de prospection à l'ancienne, j'y crois pas du tout, vous allez complètement vous planter. » Et il se fait 2 ans plus tard que mon jeune commercial cartonne, et il a fait ça the good old-fashioned way, en prenant son téléphone, en ayant, je l'espère, un chouette produit à vendre. Mais clairement, il y a encore de l'avenir pour la prospection téléphonique. Maintenant, bien sûr, ça dépend du marché dans lequel on est. C'est un marché quand même de service. Voilà, nous, c'est un marché B2B de service. On dit que parfois, c'est un peu vendre du vent aussi. Alors, un service, dans notre cas, c'est un service fiscal, financier. Avec... donc c'est vraiment du vent. Alors voilà, c'est du vent, mais avec des euros derrière. Oui. Donc, on a la possibilité quand même. Mais c'est vrai, la difficulté, c'est tout à fait intangible. Donc, on vend une promesse, et puis après, il faut avoir l'organisation et la structure pour respecter cette promesse et pour délivrer en mauvais français cette promesse. Alors, je voulais revenir un petit peu sur toi, Fabrice. Tu es un entrepreneur. Puis à un moment donné, tu as vendu ton propre service. Et puis progressivement, tu as dû engager des personnes. Comment est-ce qu'on switch de devenir entrepreneur à gestionnaire d'équipe commerciale ? Comment est-ce que tu as fait cette transition ? Ouais, alors,
D'abord, dès le moment où j'ai lancé la société, en m'associant avec un groupe et avec des personnes, il était prévu qu'on engage une équipe commerciale très vite, parce que le marché le nécessitait. Donc c'est vrai qu'au début, j'étais tout seul, et j'ai fait du commercial comme je fais depuis que je suis directeur général, on va dire. J'ai toujours essayé de garder un pied dans le commercial, à la fois pour moi-même, pour être bien sûr que je comprenne le marché, que je reste vraiment les deux pieds dans le marché, et aussi pour mon équipe, à savoir pour pouvoir les accompagner au mieux. La meilleure manière de les accompagner, c'est moi-même d'être confronté à la réalité du terrain. Et je suis et je resterai dans toutes les activités que je fais le premier vendeur de la société. Et ça, je pense qu'un entrepreneur doit bien l'intégrer. Et dans un monde où souvent l'entrepreneur va, en particulier dans les nouvelles technologies, va être quelqu'un plutôt avec un background technologique. Oui. Et parfois, on observe quand même un certain dénigrement par rapport au métier de commercial. Je pense que ça, c'est très important à faire passer comme message vers tout chef d'entreprise, entrepreneur, tout jeune entrepreneur. C'est que s'il n'a pas le goût du commercial, il a soit des sérieuses questions à se poser, soit il a de manière très rapide à se trouver un associé qui, lui, aimerait bien faire du commercial. Aujourd'hui, toi, tu es quoi? Tu es né commercial? Est-ce que tu es devenu? Ou est-ce qu'il faut les deux? Je me retrouve dans le fait que être commercial, c'est dans l'ADN. Donc moi-même, je ne me considère pas comme un vrai commercial, c'est clairement pas dans mon ADN. En revanche, j'y prends beaucoup de goût parce que je crois dans mon produit, je crois dans ce que je fais. Et ça, quelque part, ça me donne, je pense, une force de conviction qui pallie quelque part au fait que je n'ai pas l'ADN de commercial. En revanche, j'ai 3 filles. J'en ai une des 3, clairement, elle a l'ADN de commercial, et ça, elle a beau avoir que 15 ans, je le sais déjà. Donc ça veut dire qu'on peut sentir déjà quelqu'un qui va... Je trouve. Et c'est clair que c'est un métier qui n'est pas dans la personnalité de chacun, enfin qui ne convient pas à la personnalité de chacun. Maintenant, bien entendu, c'est comme un joueur de tennis professionnel. Il y en a certains qui ont le talent, et ceux qui percent vraiment et ceux qui vont au bout de leurs rêves, c'est ceux qui, au départ de leur talent, vont allier du travail, des techniques, un coaching, un accompagnement. Comment tu gères ça ? Contrôle versus autonomie? Alors, autonomie, oui, parce que je pense que tout le monde exige aujourd'hui un certain niveau d'autonomie, mais l'autonomie, ce n'est pas l'abandon du contrôle. Et mettre en place certains paramètres de vérification que la méthode de travail est la bonne dans son équipe, qu'elle soit commerciale ou non commerciale, c'est essentiel. Moi, aujourd'hui en tout cas, comment est-ce que j'essaye d'impliquer mon équipe dans le succès de ma société? C'est d'abord en étant très transparent sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, assez didactique et pédagogique dans les moments de crise et les moments que nous avons connus, par exemple, dans notre société, où en termes de chiffre d'affaires, on était tout à fait au rendez-vous, mais par contre, la rentabilité, pour différentes raisons, n'était pas celle espérée et attendue. Maintenant, je pense aussi qu'il faut être très clair avec les personnes qui s'engagent, c'est qu'elles ont une responsabilité et que l'autonomie ne veut pas dire qu'ils pourront faire n'importe quoi, qu'ils ne devront jamais rendre de compte. Et par exemple, ici, je pense qu'avoir des systèmes les plus simples possibles de reporting des activités des commerciaux, à savoir combien de personnes as-tu contacté aujourd'hui, combien en as-tu eu au téléphone, à combien as-tu pu expliquer notre histoire, combien de rendez-vous tu as. C'est des choses qui sont très simples, qui peuvent être faites via un CRM, mais aussi via des Excel très simples à mettre en place. Sans se complexifier la vie. Et qui permettent, en bout de course, si jamais le commercial n'a pas la performance attendue, d'au moins se poser la question de savoir si la méthode qu'il utilise est la bonne. Et comment tu gères un mauvais commercial, donc ? Tu lui dis, tu communiques Oui, alors j'ai eu un cas très récemment. J'ai eu un commercial qui, après un certain temps, ne performait pas bien du tout. Certain temps, c'est combien de temps? Alors, c'était après 4-5 mois que les choses étaient alarmantes. Donc, je me suis assis avec lui, j'ai regardé sa méthode, justement. Oui. J'ai identifié ce qui ne marchait pas dans sa méthode et je lui ai donné un certain temps, là aussi, quelques mois, pour corriger la méthode. Et il en est où? Et il en est au point qu'il n'est plus chez nous. Ce que je regrette, parce que clairement, pour moi, c'est toujours un échec, qui n'aimait pas prospecter. Donc j'ai engagé un commercial qui n'aimait pas prospecter, en tout cas par téléphone, qui est notre méthode à nous première pour prospecter. Malheureusement, il s'est menti à lui-même quelque part en venant chez nous, parce que pour le coup, j'ai l'impression que le contrat moral au moment de l'engagement était le bon. Il savait qu'il devait prospecter, qu'il commençait avec un portefeuille vierge, et malheureusement, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de me séparer de lui. Il est parti chez un de mes chers confrères et je lui souhaite plein de succès. Tout à l'heure, tu me disais qu'il valait mieux avoir plusieurs cordes à son arc et ne pas tout miser sur un seul commercial, mais de miser sur plusieurs.
Et effectivement, je voulais faire passer le message qu'il vaut mieux parfois engager même 2 mi-temps commerciaux qu'un temps plein. Comme ça, on peut beaucoup mieux distiller les différentes choses. Et tu me parlais aussi, en guise de conclusion, d'un mot qui est pas mal, c'est l'amour. Et tu disais qu'effectivement, il faut différencier l'amour de son produit et le besoin du marché. L'entrepreneur s'implique énormément dans son projet. Parfois, il est complètement aveuglé par son projet et il oublie, ou en tout cas, il se perd dans le fait que, est-ce que le marché est demandeur de son produit et si pas, qu'est-ce qu'il doit ajuster pour faire en sorte de trouver un marché. Donc, très clairement, l'entrepreneur doit être soutenu, selon moi, par des gens extérieurs à son projet pour lui servir de miroir par rapport à ça et lui permettre parfois de l'alerter sur le fait que tout en aimant son projet, il n'y a pas de marché pour son projet et il doit corriger le tir. En un mot, il faut retenir quoi de la qualité d'un bon vendeur ? La passion. La passion, merci. Merci en tout cas pour ton temps. Et maintenant, place au récap. Il est prouvé scientifiquement que les meilleurs vendeurs sont les personnes les plus motivées et celles qui peuvent s'adapter rapidement au changement. Alors, il est important de se structurer et de bien organiser la vente. Vous devez savoir qui fait quoi, qui va chasser et qui fera le suivi. Vous vendrez toujours plus facilement un produit qu'un service, car les gens comprennent mieux ce que c'est. Mettez en avant les bénéfices clients, tangibilisez votre service, renforcez-en la réalité. Un client qui peut clairement comprendre ce que votre entreprise peut lui apporter est forcément un client conquis, et votre entreprise aura fait la différence par rapport à la concurrence. J'espère que ce récap vous a bien aidé. Je vous rappelle que sur le site de Wikipreneur, vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos et surtout tous les trucs et astuces pour pouvoir se lancer.